Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à notre webinaire Gouvernance cyber. Donc, l'ordre du jour, c'est bâtir une culture de sécurité solide et durable. Donc, moi, je me présente, je suis Eric-Olivier Lermusio, donc je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Access. Et je suis accompagné par Stéphane Van Geluve, que je laisse se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Stéphane Van Geluve, le directeur d'une structure publique, un opérateur public de services numériques depuis une petite dizaine d'années. Et j'ai donc eu en charge le projet de mettre à niveau ou de faire mettre à niveau la structure et de l'aider à se préparer pour la mise en place des nouvelles exigences. Et on en reparlera tous ensemble dans la suite. Voilà, le mot d'ordre du jour, c'est que la gouvernance, c'est quelque chose de simple. Donc, on va essayer de vulgariser un maximum. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on y répondra soit en live, soit à la fin. Donc, au sommaire, on commencera par une présentation de notre client, le CITIV. Donc, le représentant est Stéphane, ici présent. Ensuite, nous verrons comment définir la gouvernance en matière de cybersécurité. On abordera un cas client, évidemment, autour du CITIV et son retour d'expérience et la fameuse et traditionnelle session de questions-réponses. Alors Stéphane, je vais peut-être te laisser présenter le CITIV. Je vais y aller le plus simplement possible. Le CITIV est donc une structure publique. Elle opère pour des collectivités locales, des mairies, une métropole et une grande ville, la ville de Lyon. C'est 30 collaborateurs, ça dessert du service auprès de 35 000 agents, un budget relativement élevé, 7 millions d'euros pour 30 collaborateurs. La particularité du CITIV, c'est d'avoir un mode d'action dans la durée avec ses adhérents et donc en permanence de mettre à disposition des ressources humaines. Vous verrez sur la slide suivante une trentaine de personnes qui sont les ressources rares, y compris en matière de sécurité, on le redira aujourd'hui, puisque sur les 30 postes d'ingénieurs, chefs de projet, hotliners du CITIV, 4 aujourd'hui sont directement dédiés à la cybersécurité et à la mise en œuvre de l'ensemble des changements que ça implique. Très bien. Et donc, d'après ton expérience,
au niveau de la répartition des postes, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est amené à être évolué à la hausse ou à s'intégrer au reste? Je vais forcément avoir un discours, c'est ce qui va être plaisant dans notre échange aujourd'hui, Eric Olivier, entre un discours de RSSI et un discours de gouvernant qui tient les finances. C'est forcément un projet aujourd'hui qui est, je l'espère, temporairement à la très forte hausse. Donc c'est un budget qui est à la hausse. Mais c'est aussi une dynamique qui doit se mettre en place, qui doit se stabiliser et qui doit permettre, pour des coûts tout à fait corrects, de maintenir des niveaux de sécurité progressivement au meilleur niveau possible. Et donc, pour répondre plus directement à ta question, Eric Olivier, 4 postes créés en 3 ans, c'est le seul sujet sur lequel le CITIV a pu investir autant de temps humain nouveau. Très bien. Alors, donc on va voir maintenant comment définir la gouvernance en matière de cybersécurité. Donc la gouvernance, c'est un terme qui est parfois galvaudé ou qui peut paraître un petit peu abscon. En fait, c'est quelque chose de simple. C'est un ensemble de mesures et de moyens pour arriver un peu à ses fins, donc à une bonne cybersécurité. Je vais le traduire comme ça. Et alors, moi, j'ai traduit ça par de grands principes. Pour essayer d'être clair, hein, c'est qu'on ne peut défendre un territoire que l'on ne connaît pas. Parce que effectivement, vous avez des métiers différents là autour du chat. Et vous connaissez parfois un pan de l'activité de l'entreprise. La cybersécurité, c'est quelque chose de global. Donc c'est à la fois un travail d'équipe et c'est aussi quelque chose en mode collaboratif où vous devez collaborer avec une direction informatique, avec les différents services de l'entreprise. Alors l'important, c'est déjà de cartographier son SI. Que si on ne connaît pas ses systèmes d'information, on est aveugle. Et on se retrouve dans beaucoup de cas, dans certaines entreprises où on n'a pas de cartographie. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui peut être simple à mettre en œuvre avec les outils adaptés. Donc c'est important de connaître son SI, d'identifier les ressources critiques et les vulnérabilités. Alors les ressources critiques, d'un métier à un autre, en fonction de votre activité, c'est à vous d'identifier la criticité de vos ressources. Alors, on parle de ressources techniques, de ressources humaines, de plein de choses. Vous pouvez avoir, par exemple, un serveur de production qui va être plus critique qu'un autre. Et ensuite, les vulnérabilités, c'est toutes les portes ouvertes aux pirates. Que vous avez des pirates dehors, c'est une vulnérabilité. Vous pouvez avoir une vulnérabilité technique. Par exemple, vous avez un serveur qui est critique, mais qui n'est pas redondé. Vous n'avez pas de solution de secours. C'est une vulnérabilité. Ensuite, il est important de mettre à jour régulièrement la cartographie pour suivre l'évolution du SI. Alors, parfois, moi, je passerai la parole à Stéphane, mais moi, en tant qu'RSSI, ça m'est arrivé de passer dans des entreprises où il y a eu un gros travail de feu au niveau de la cartographie. Il y a eu une norme qui a été obtenue, et puis 2 ans plus tard, la cartographie n'avait pas évolué. La cartographie, c'est quelque chose de vivant, c'est un outil qui doit vous servir pour détecter vos vulnérabilités, pour voir si vous avez un incident technique, où aller chercher le problème. Et ça, c'est quelque chose d'important. Stéphane, est-ce que tu as eu un retour d'expérience sur la cartographie, justement? J'ai envie de dire que la cyber est un projet qui se pilote dans le temps. Et donc, fatalement, on mène des efforts, on a des améliorations, mais on a aussi des périodes où on s'endort et où les choses se dégradent, et ça peut se dégrader très vite. La cartographie en est un exemple, mais on pourrait en citer de nombreux autres. Peut-être que comme une ligne de production, le système d'information doit être piloté en permanence par la direction générale, pour rebondir sur le thème d'aujourd'hui.
Histoire de réveiller les troupes. Tout à fait. C'est des choses, justement, ben, ça fait une bonne transition avec qu'est-ce qui fait bouger les lignes. Voilà, parce que faire bouger les lignes, bah oui, vous pouvez avoir un RSSI, je parle pour ma paroisse, qui va dire attention, il faut changer ça ou ça. Mais il y a aussi d'autres choses qui font bouger les lignes en matière de cybersécurité. La réputation, hein, je crois qu'on peut en parler, la réputation de l'entité ou de l'entreprise. Là, le nombre d'articles de presse qui peuvent sortir avec une défaillance d'entreprise, en général, ça fait rapidement bouger les lignes. Ensuite, il y a des actions de l'État et des services de sécurité de l'État, police, gendarmerie, ANSSI. Alors, on voit régulièrement les travaux de l'ANSSI. Par exemple, il y a les travaux de l'ANSSI sur le Cybermois ANSSI pour la sensibilisation des entreprises. Également le travail de l'ANSSI au niveau, on verra tout à l'heure, au niveau de la directive Nice 2, puisqu'ils sont quand même à la manœuvre pour la transcription dans le droit français. Il y a également des actions des entreprises. Ce qu'on constate, c'est un changement de culture quand même. C'est vrai que il y a 10 ans, on voyait quand même pas mal de techniciens, d'ingénieurs qui avaient leur métier, mais par contre la cybersécurité, c'est un métier à part. Le nombre de fois où moi personnellement j'ai vu des installations dites faciles où on mettait un login type root et password en mot de passe. Bon, on était au niveau moins 12 de la sécurité, mais je pense que c'est quand même amené à s'améliorer. Donc la cybersécurité, ça commence quand même à s'inclure, enfin pour ma part, hein, dans cette culture d'ingénierie. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, à ce niveau-là. Je vais insister sur les points qui sont plus proches de ma culture secteur public. Le normatif, la loi qui s'impose, les lois RGPD, les lois Nice 2, ou les différents règlements de l'administration pour sécuriser les choses, à tel point que des fois, des structures comme la mienne vont vers l'État et disent « mais pourquoi vous ne faites pas des obligations plus vite, plus loin, plus fort ?» J'ai en tête une boutade dont on discutait avec la lumière. Pourquoi toutes les collectivités aujourd'hui, on ne leur impose pas d'avoir un nom de domaine officiel et pourquoi on les laisse travailler encore avec du Gmail. Changement de culture, je crois que ce sujet-là, il est super important. Le changement de culture, il est chez les ingénieurs, mais il est surtout chez les dirigeants, chez les financiers, chez les politiques, chez nos politiques. Et si le CITIV a pu beaucoup avancer sur les 3 ou 4 dernières années, c'est parce que l'implication de cette gouvernance, quoi qu'en pensent des fois les RSSI, les RSSI souhaiteraient encore toujours plus d'implication. Eh ben non, ils sont présents, à l'écoute. Leur seule attente, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment pouvez-vous nous aider à définir une feuille de route? Voilà, puis le sujet souveraineté, souveraineté, sécurité, c'est forcément aussi ce qui anime quelqu'un qui travaille pour les citoyens. La protection des données individuelles, la protection de la valeur des données du secteur public. Et donc la sécurité, en fait, est, j'allais dire, une norme de qualité nouvelle, complémentaire, qui fait bouger toutes les lignes. Oui, ça rejoint aussi des problématiques. La normativité, effectivement, quand justement une direction veut mettre en place une norme, donc par exemple l'ISO 27001, c'est quelque chose qui fait pas mal bouger les lignes, qui donne des budgets, des audits clients aussi, et des obligations de marché, puisque le marché, par exemple, si on en répond à un appel d'offres public, il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées justement de se soumettre à ces directives, à ces obligations en termes de cybersécurité. Donc c'est quelque chose qui impacte tout le monde, mais de bonne manière en fait. Ça fait évoluer tout le monde, ça fait changer et bouger les choses pour tout le monde. Alors, un grand principe, c'est qu'on ne peut pas se prémunir de tout. Alors, effectivement, vous avez des risques de partout.
vous pouvez imaginer une station spatiale qui tomberait sur un data center jusqu'à un simple incendie dans une baie. Voilà, il y a des risques, il y en a des milliers, des millions. Et alors, comment on va adresser ces risques? Il y a, la bonne pratique, c'est de faire une analyse de risque. Donc l'analyse de risque, c'est quelque chose d'un peu stratégique. Ça permet d'évaluer les risques potentiels pour son SI. Et en fonction de ça, on va pouvoir prioriser. Effectivement, des risques, quand on fait une analyse de risque dans une entreprise, vous allez avoir des centaines de risques identifiés. Après, vous allez essayer de les factoriser et donc par regroupement, et vous allez pouvoir adresser ces risques. Mais en fonction de votre activité, et toujours en fonction de votre activité, vous allez pouvoir déterminer l'impact et la probabilité que ce risque arrive. La facilité de remédiation, parfois c'est quelque chose qui peut être très simple, quelque chose à corriger, qui est très simple. Et on en revient toujours au coût également, puisque tout a un coût. Alors, quand c'est une ligne de commande à changer, un fichier de configuration à changer, c'est parfois très rapide et peu coûteux. Mais si vous avez toute une infrastructure à changer, donc c'est un projet qui peut être de moyen long terme et qui peut être très coûteux. Ensuite, il y a les niveaux d'obligation qui sont apportés, et là on en parlait, par la législation, par les contrats, par les appels d'offres. Donc, une fois qu'on a approché ces risques, donc on fait une analyse de risque. Il y a de bons logiciels d'analyse de risque et qui demandent souvent un accompagnement extérieur. Voilà, donc on parle d'accompagnement et de gouvernance. Donc, cette gouvernance-là, elle peut pas être totalement externalisée parce que c'est vous, à tout niveau, qui connaissez votre entreprise, votre entité et c'est personne d'autre. Donc, effectivement, il y a quelqu'un externe qui peut vous aider à avancer, mais c'est pas lui qui va pouvoir, par exemple, connaître parfaitement la cartographie de votre SI, qui va pouvoir connaître votre métier, vos difficultés au quotidien. Parce que tout ça, c'est important. La cybersécurité, vous allez ajouter des couches de sécurité. Parfois, ça va être bénéfique même en termes de temps. Parfois, ça va vous donner des contraintes supplémentaires. Donc, tout ça, il faut pouvoir le gérer. Si quelqu'un d'externe à l'entreprise vous dit faites ci, comme ça, mais sans connaître votre métier, là, ça risque d'être problématique. Stéphane, petite réaction. Un petit rebond, puis je vais aussi essayer de répondre à Christophe en ligne, collègue d'un département, je crois, et qui se plaint de l'imposition de l'État et de l'absence de moyens. Bon, moi aussi. Mais en dehors de se plaindre, c'est pas l'État aujourd'hui qui impose de dépenser de l'argent, c'est la cybermenace. Et c'est la mise en place des mesures de sécurité qui permettront de réduire les risques et les coûts. Donc on peut effectivement se plaindre de la normativité. Moi, je le vois beaucoup plus comme une chance qui permet de justifier, organiser, accompagner la transformation. Ce ne sont pas des transformations qui se font en claquant des doigts. Le processus de qualification ISO 27001 ou 27000, je ne sais pas combien, c'est plutôt des changements de culture qui se font dans le moyen terme. Et j'ai envie de dire que le meilleur allié du RSSI, c'est son directeur financier et son directeur général. Et donc là, on a besoin on a besoin de créer une équipe, on a besoin de fonctionner ensemble, on a besoin de se comprendre les uns les autres, de planifier, de vérifier que les actions qui ont été lancées se réalisent, de vérifier que les risques se réduisent. Bon, c'est pas rose, hein, on en est tous au début d'une longue procédure d'amélioration, de coûts, de stop, de go, de progrès, de retour en arrière. Bon, c'est quand même, je vais répondre en live. Oui, le budget des collectivités baisse, pas celui de la cybersécurité. Ça, je peux pas laisser dire ça. Moi, je constate que ce sont plutôt
de nouveaux moyens qui arrivent, qui n'existaient pas. Alors, je ne sais pas ce qu'on met dans la cybersécurité, hein, je reparlerai tout à l'heure, mais l'évaluation d'un budget cybersécurité, si c'est simplement l'évaluation du coût d'un EDR, ben non, malheureusement, c'est le coût de transformation d'une collectivité. Donc c'est du temps, c'est des hommes, c'est des jours hommes, et c'est ça qui est coûteux et qui est long à organiser. Oui, je suis assez d'accord, hein. Moi, pour répondre à Christophe, partant d'une bonne analyse de risque aussi, ça permet de voir vraiment ce dont on a besoin. Que, effectivement, si vous écoutez plein de commerciaux qui tapent à vos portes à longueur de journée, c'est ah ben il vous faut ça pour être conforme à ça, il vous faut ça pour être conforme à ça. Non, il faut faire le tri, là-dedans. Et avec cette analyse de risque, ben, vous allez vous prémunir justement de risques importants. Et alors là, je vous ai mis des slides. Hein. Vous pourrez aller voir le replay de mon collègue qui a fait un webinaire sur le dark web. Moi, j'ai tenu à vous montrer des exemples de risques sur Internet. Parce que c'est très parlant et ça peut aussi servir pour sensibiliser vos salariés, vos agents. Voilà. Comme vous voyez là c'est l'exemple de Binance, une société qui travaille dans les crypto-monnaies. Donc, comme beaucoup d'entités dans le secteur bancaire financier, on vous demande une pièce d'identité. Vous avez le cas aussi pour réserver des vacances en ligne parfois. Donc, vous vous présentez, vous vous faites prendre en photo avec votre carte d'identité. Dessus, hein, en plus maintenant il y a de la bonne définition, donc on a tout, on a même le numéro de pièce d'identité. Vous voyez que il y a des pièces étrangères, des pièces françaises. Hein. Bien évidemment, ça a été masqué hein, pour les besoins de la démonstration. Question à se poser, c'est déjà comment ce site protège-t-il vos données? Si ça s'est retrouvé comme ça aussi facilement, c'est que c'était pas chiffré, protégé, mal gouverné, toujours. Et après, donc ces données sont vendues sur le dark web. Après, votre identité est usurpée. Alors, en tant que particulier, ça permet d'ouvrir un crédit à votre nom, par exemple. Mais ça peut permettre aussi de générer, après, de fausses vidéos, de fausses infos, d'attaquer des entreprises. Donc, les données, c'est quand même quelque chose de stratégique. Et après, vous voyez qu'il y a des forums spécialisées hein, qui revendent des données du monde entier. Et là, quand on a vu le nombre de piratages ces derniers temps, c'est quand même assez fort avec de grosses boutiques en ligne qui se sont fait pirater. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a de la gouvernance derrière qui n'est pas forcément efficace. Donc on reviendra sur ces points un petit peu plus tard. Alors, grand principe aussi, on ne peut naviguer à vue. Donc il faut un plan de traitement. Après l'analyse de risque, vous allez vous dire, oui, on a plein de risques. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc vous faites des choix, une pondération du risque. Vous dites, ce risque est critique, ce risque est moins critique. Vous avez des couleurs avec ces risques-là, avec un système de notation que vous mettez en place lors de la phase d'analyse de risque. Et le plan de traitement qui en découle, ça permet de dire, quelles sont les priorités à traiter. Donc on élabore ce plan pour traiter les risques, on met en place des mesures de protection adaptées, et après ensuite on ajuste le plan selon l'évolution des risques. Parce que l'analyse de risque, c'est quelque chose de vivant. Le risque évolue toujours, hein, à la hausse comme à la baisse. Ça vous permet aussi d'avoir des indicateurs dont on parlera plus tard. Et c'est quelque chose qui est aussi très factuel, parce qu'on parlait de la direction. Donc la direction est à fond derrière vous, vous fait confiance, vous donne du budget, il y a même des équipes avec qui vous collaborez, mais derrière, il faut quand même pouvoir montrer ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Un navire ne peut arriver à bon port sans capitaine. Et là, on reparle de l'engagement de la direction. Donc la direction doit être impliquée dans la gouvernance cybersécurité. Alors, voilà, donc moi, en tant qu'RSSI, donc face à la direction, il y a toujours une importance du budget. Mais mon travail aussi, c'est de faire la part des choses, et avec une bonne analyse de risque, on peut dire, j'ai option 1, option 2, option 3. Et après, la direction va choisir. La direction peut toujours choisir d'accepter un risque,
Donc, on peut dire, OK, ce risque, je l'accepte. Évidemment, elle ne peut pas tout accepter, hein, notamment d'un point de vue normatif. Là, je parle pour l'ISO 27001, mais certains risques peuvent être acceptés. Et après, le risque ne va pas disparaître, mais on va le diminuer, ce risque. Et avoir un budget, ça peut être, ça permet d'acquérir parfois des solutions. Mais on parlait aussi de l'importance humaine avec Stéphane, d'engager du personnel. Et tout ça, ça fait partie aussi du budget. Donc il faut allouer des ressources et du budget pour la cybersécurité. Mais c'est vrai que l'important dedans, c'est l'humain, parce que vous, partout où vous êtes dans la France entière, vous faites plein de choses en cybersécurité. Parfois, vous ne le savez pas. L'importance de faire toute cette phase d'analyse de risque, de plan de traitement, et de rentrer dans un cadre, par exemple NIS 2 qui est dérivé de l'ISO 27001, ça vous permet de dire, ah bah oui, ça on fait ça. Parfois vous faites des choses de manière innée, mais qui ne sont pas documentées, donc il faut documenter. Mais vous faites des choses, c'est quelque chose d'atteignable, c'est quelque chose de simple, et parfois avec un léger effort, ça permet d'avoir une gouvernance qui se met à jour, qui se construit progressivement, et d'arriver à une bonne maîtrise en termes de cybersécurité. Également, et je laisserai la parole à Stéphane juste après, il faut donc promouvoir cette culture cybersécurité au sein de l'entreprise et rapporter à la direction. Je vous donne un exemple simple. Vous dites, bon, on va sensibiliser les salariés pour la cybersécurité. Donc, par exemple, ça peut être sur les mails de phishing. Vous devez mesurer. Vous mettez une action en place, ça doit rester mesurable. Donc, vous allez faire un test de phishing. Vous allez envoyer, il y a des solutions qui existent pour ça, des mails à vos salariés en disant, cliquez sur le lien, donnez vos coordonnées, votre login a expiré, veuillez retaper votre login, votre mot de passe, changez votre mot de passe, voilà. Tout ça dans un faux mail de phishing. Après, vous regardez, donc c'est le T0, vous regardez combien de salariés ont cliqué sur le mail et combien ont donné leur login et leur mot de passe. Donc ça, c'est le temps T0. Après, vous mettez en place les actions de sensibilisation en fonction des résultats. Et ensuite, par exemple, 1 mois, 2 mois plus tard, vous allez être à T1 et vous allez refaire un test de phishing. Et vous allez voir que très probablement, ça va avoir baissé. Et c'est ça un indicateur. Vous allez avoir un taux au départ, vous allez voir que votre taux baisse. C'est votre indicateur que vous pouvez présenter à votre direction. Donc oui, j'ai fait une action de sensibilisation parce qu'on avait ce risque-là. J'ai engagé des moyens financiers et humains parce qu'il faut aussi le temps de traiter tout ça, le temps que les salariés consultent les slides de sensibilisation. Mais ça a porté ses fruits puisque cet indicateur est en baisse. Ou alors l'indicateur n'a pas changé, est-ce qu'on peut mettre en place, discutons ensemble de la mise en place d'autres moyens. Voilà, Stéphane, une petite réaction dessus? Oui, alors comme à chaque fois je vais prendre le contre-pied, Eric, tu m'excuses, mais c'est là pour ça. Exprès. Ta présentation, tu l'as fait comme le fait un ingénieur cybersécurité classique, en partant de la technique, du constat, de l'inventaire des risques, et puis en arrivant à un plan de résorption. Et moi, j'ai tendance à le faire dans l'autre sens. J'ai tendance à dire quelle est la politique voulue par ma gouvernance, mes élus. Est-ce qu'elle veut protéger l'identité numérique des agents, des élus, du citoyen? Ça montrait des cartes d'identité tout à l'heure sur le dark web. Est-ce qu'elle veut protéger la continuité d'activité de certains de ses services? Tous. Est-ce qu'elle souhaite être réactive vite et se mettre en conformité vite, ou est-ce qu'elle pense que c'est un sujet de plus long terme? Est-ce qu'elle est plutôt dans la participation de l'ensemble des agents ou dans l'imposition? Il y a tous ces sujets qui sont plus des sujets sociétaux, et c'est là-dessus qu'il faut faire prendre des décisions à la gouvernance, parce que c'est là-dessus qu'ils y trouvent un intérêt. Je vais prendre l'exemple d'un patron d'entreprise qui se trouverait
devant ce que tu appelles un risque de diminution de sa production, bon, ben, c'est important qu'on se mette d'accord d'entrée là-dessus et que ce soit ça les objectifs de la politique. Parce qu'on voit des politiques, des PSSI avec des mots barbares qui parlent à personne. En fait, en quelques phrases justes, on doit pouvoir définir sa politique. Voilà, et donc, encore une fois, on ne joue pas les uns contre les autres, on joue ensemble, et j'ai même tendance à dire qu'aujourd'hui, le RSSI n'est plus en attente de sa direction, c'est presque l'inverse. Ça se renverse. Et donc, on a une vraie opportunité pour ceux qui font ce métier-là d'accompagner ce dynamisme, hein. Il faut apporter de la matière. Malheureusement, moi, comme mes confrères, on n'y connaît rien. C'est pas tout à fait vrai pour moi. Mais on a besoin que l'équipe dise dans quel sens elle a envie de bosser. Voilà, on est vraiment en attente de tout ça. Je suis assez d'accord. Alors justement, on parle de la gouvernance partagée, toi, au sein du CITIV. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors le maître mot au CITIV, c'est la mutualisation, et donc c'est mettre à disposition des ressources centralisées auprès d'entités indépendantes, des filiales. On pourrait les voir un peu comme ça, que sont différentes collectivités locales. Alors le CITIV, bien sûr, n'est pas là pour définir la politique numérique, et je rajoute également de cybersécurité, de chacune des collectivités, bien au contraire. Et c'est bien ce qui rend les choses intéressantes et difficiles. Ça veut dire que cette gouvernance commune de la cyber, entre autres, doit être fortement partagée à tous les étages, que ce soit au niveau des DG, des DSI, des élus, au niveau un peu supérieur, que ce soit au niveau des équipes projets, que ce soit au niveau des équipes support, que ce soit au niveau des prestataires. Tout ça pour essayer de... la cyber, comme beaucoup de projets, doit être cohérente. Le maillon le plus faible, l'engrenage qui casse dans un projet, c'est celui qui fout en l'air la totalité du projet, qui réduit les efforts des fois à pas grand-chose. Donc c'est vraiment important que cette mutualisation permette d'entraîner tout le monde progressivement vers le plus haut niveau. Voilà, et donc c'est aussi un levier économique important. On a parlé d'argent tout à l'heure, de réduction des moyens. Ça, c'est une évidence. On n'a pas de moyens, mais on a des idées, comme disait quelqu'un il y a très longtemps. Et donc les idées, là, c'est non seulement on n'a pas l'argent pour les recruter, mais en plus, ils ne sont pas nombreux. Et donc ces ingés, il faut les mutualiser. Il faut les mettre à disposition du plus grand nombre. Bon, ce que font aujourd'hui classiquement les sociétés de services privés qui mettent à disposition des RSSI en temps partagé. Alors peut-être une petite remarque là, mais je pense qu'on le redira plus tard. S'il y a une chose qui ne se mutualise pas, ou en tout cas pas totalement, c'est la gouvernance. La politique, la stratégie, c'est de l'autonomie complète de la structure pour laquelle on agit. Voilà, donc le CITIV est un OPSN. Si tu veux passer la slide suivante. Donc un petit focus sur nos actions sans prétention pour le compte de nos adhérents. Donc ça a démarré dans les années 2020, la cyber remonte au top 1 de l'actualité du numérique. On en parle dans tous les coins. L'État met à disposition des collectivités beaucoup d'argent dans un quoi qu'il en coûte. Je crois que c'était 1 milliard d'euros pour les collectivités locales de mémoire.
Et donc mise en œuvre d'une démarche progressive, lente. Une première embauche d'un ingénieur cyber, une deuxième embauche d'un RSSI, une troisième embauche d'un deuxième RSSI, une quatrième embauche d'un deuxième ingénieur cyber, et puis 3 ou 4 embauches récentes, d'ailleurs que je n'ai pas cité là, de référents de proximité cybersécurité. Donc la technique coûte en fait pas si cher. C'est vraiment l'accompagnement humain, je crois, qui est le plus important. C'est ce que j'ai essayé de faire ressortir là. Bon, 60 000 € de contrat de service complémentaire pour un budget de 300 000 € annuel, on va dire, d'hébergement. C'est pas tant que ça énorme, et puis c'est ponctuel, ça va se calmer, ça va se rationaliser. La cyber, en clin d'œil, c'est aussi l'occasion de jeter un certain nombre de solutions, d'environnements, de choses qu'on gardait parce qu'on pensait qu'elles coûtaient rien, si elles coûtaient des risques. Par contre, 4 postes sur un environnement de 30 personnes, vous voyez tout de suite que ça fait un bel effet sur la feuille de route. Et puis ça fait aussi un bel effet sur l'appropriation. On ne peut pas aller trop vite. On ne sait pas aller trop vite parce qu'il faut que la culture rentre. Ça va faire sourire Éric Olivier. Vous voyez, moi qui suis plutôt du domaine, j'ai découvert cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, le sens profond de ce qu'était un SMSI. Waouh! Autour de la table, je pense que vous savez tous, hein, à moins qu'il y ait un autre directeur général. Bon, le temps de partager la culture et surtout de partager la façon dont opérationnellement on va mettre ça en œuvre, c'est long. J'essaye aussi de mettre un petit peu, de couper les rumeurs. Les DG sont des personnes impliquées. Vous voyez, vous avez vu que je l'étais, mais vous pourriez vous dire que je suis aussi quelqu'un du métier. Donc, Stéphane Mangeluve est un peu un cas particulier. Non, les DG de mes villes, qui sont des DG plutôt orientés administratifs, gestion, service aux citoyens, le sujet cyber est un sujet dont ils me parlent à chaque réunion, 4 fois par an. Et ils me demandent des explications lorsque je leur présente le bilan sécurité de leur collectivité régulièrement. Donc, si on veut avoir des DG impliqués, il faut leur dire ce qu'on fait, il faut leur dire quels sont les objectifs qu'on a atteints, ceux qu'on a ratés et ceux qu'on pense atteindre prochainement. Ils ont besoin de comprendre. On ne peut pas juste dire il faut un EDR. Je ne sais pas pourquoi l'EDR est le sujet du moment, puis ça coûte cher. Peut-être aussi un dernier point que je trouve important. On a inventé des méthodes projet pour tout. En France, on est très, très, très normatif. Ça a du bon, ça a du mauvais. En tout cas, je pense que les méthodes que l'État nous propose, ou l'Europe nous propose plutôt, et puis que les normes nous proposent pour la mise en sécurisation, c'est un formidable outil d'aide au pilotage. Des 193 mesures d'évaluation du NIS 2, bon, quand on les regarde un peu tranquillement, bon, c'est 20 objectifs. Vous voyez la PSSI, 193 mesures techniques, 20 objectifs généraux, bon, 20 indicateurs à suivre et à piloter. Ça doit se réaliser, ça doit pouvoir s'expliquer à tout le monde, se chiffrer, se dater. Voilà, donc j'ai envie de dire que la cyber, ça a plutôt un impact faible financier sur les structures, mais c'est un impact organisationnel hyper élevé. Je prends un exemple bête, mettre à disposition un service de double authentification. Aujourd'hui, c'est bateau, c'est facile, ça ne coûte pas très très cher. L'imposer à 100% des collaborateurs, c'est une démarche autrement de plus longue haleine, de conviction,
de suivi et au final de pilotage. Voilà, je ne vais pas être trop long. Ouais, bah c'est tout l'intérêt d'une norme aussi, c'est de découper ces points stratégiques. Il y a certains points qu'on va ranger même dans les plans de crise et de continuité d'activité, d'autres sur la sensibilisation, d'autres sur vraiment ce qu'on appelle le corpus documentaire. On parlait du SMSI. Alors justement, en parlant de la sensibilisation, donc le personnel, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Donc le personnel, hein, c'est donc il faut qu'il se forme régulièrement, donc ça c'est très très important. Qu'il se sensibilise sur les risques liés à la cybersécurité. Et il faut aussi mettre en place des programmes de formation continue. Donc que ce soit des salariés ou des agents, le problème est le même. On est tous humains et il faut qu'on se sensibilise et à n'importe quel niveau. Ça va jusqu'à la direction de l'entreprise. Donc, par exemple, vous parlez de tests de phishing, personne ne doit y échapper. Moi, régulièrement, je reçois des mails piégés, et c'est tant mieux. Ça touche tout le monde. Tout le monde pourrait cliquer, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir se sensibiliser. On parle maintenant d'exigences de sécurité, donc gouvernance sensibilisée et des instructions claires. Et oui, parce que la cybersécurité, ça doit rester simple. Donc Stéphane en parlait tout à l'heure, notamment au niveau de la PSSI, hein, la politique de sécurité des systèmes d'information. Et c'est un document directeur. Mais on voit des PSSI, même vous pouvez aller sur le site de l'ANSSI avec une PSSI type. Si vous avez une PSSI qui fait, allez, j'exagère, hein, 180 pages, qui va la lire? Donc, le mot d'ordre, c'est simplification, simplicité, et c'est quelque chose qui doit être étudié, qui doit être compréhensible pour tout le monde, quel que soit son métier, et il faut faire des retours réguliers. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un cycle, pour tout ce que vous mettez en place, c'est un cycle d'amélioration continue. Vous planifiez, vous mettez en place, vous vérifiez, et après vous appliquez des mesures correctives pour voir, pour corriger ce qui n'a pas marché ou même améliorer les choses tout simplement. Donc Stéphane, toi au niveau du CITIV, donc tu es en relation avec beaucoup d'élus. Quel est ton retour pour justement cette partie gouvernance? C'est peut-être l'apport le plus important pour moi de la directive NIS 2, c'est d'avoir fait prendre conscience à la structure, puis forcément au reste de la gouvernance, de l'importance de la gouvernance dans le dispositif de mise en sécurité d'une structure. Lorsqu'on discute cyber avec un RSSI spécialiste du sujet, on va être sur les opérations d'exploitation, de surveillance, de protection. Alors, je caricature un peu, hein, j'espère que je ne choque personne dans la salle. Mais sortir et construire une méthodologie de gouvernance adaptée à la structure dans laquelle on se trouve, et sûrement le plus grand apport de cette norme. On sait, nous, sur cette norme auto-notée, bon, on n'était pas trop mauvais, un peu au-dessus de la moyenne sur les aspects purement techniques et opérationnels, et heureusement parce qu'on y dépense de l'argent depuis longtemps. Mais alors en gouvernance, du début de rien. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein. Mais on s'est rendu compte, en tout cas, que nous n'étions pas organisés pour que cette gouvernance soit stable, pérenne, dans la continuité, comme sur n'importe quelle, j'allais dire, fonction de production. Bon, ça tombe bien, la fourniture de systèmes d'information chez nous est une fonction de production, mais je pense qu'on peut aussi penser qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, cette fonction numérique est devenue une fonction de production, quoi qu'il arrive.
En tout cas, on se rend bien compte que les fonctions de production sont fortement impactées par un arrêt du numérique. Et donc, on doit autant piloter cette fonction de production numérique que le reste. Ça doit vraiment être dans la feuille de route des gouvernants. Bon, et après, c'est relativement classique. Hein, c'est j'allais dire, un peu de normes, un peu de normes techniques, un peu de normes organisationnelles, un mécanisme vertueux d'amélioration continue, un financement piloté, de la communication, de la communication, de la communication et encore de la communication. Et puis de temps en temps, on ronronne, donc il faut se remettre en question. Un changement de directeur, un changement de RSSI, un audit. Là, je plaisante, hein, mais on a vite tendance à ronronner et à oublier que les hackers ne ronronnent pas. Voilà, donc ce que je peux t'en dire. Oui, de toute façon, on est vraiment dans, comme je disais tout à l'heure, dans le découpage d'activités. Effectivement, avoir un audit, ça permet de revoir un peu tous les pans qui sont touchés par la gouvernance et d'avancer. Ce qui me permet de faire la transition sur le slide suivant, c'est qu'on ne peut pas être jugé parti. Donc là, on rappelle l'importance de réaliser des audits réguliers pour évaluer l'efficacité des mesures. Donc, effectivement, on voit dans l'amélioration continue, vous pourriez vous reposer un peu sur vos lauriers en disant oui, tout va bien. Mais au bout d'un moment, pour moi, quand je suis audité, hein, que ce soit un audit interne que je fais réaliser par un prestataire indépendant, on peut faire aussi des pen tests, un audit de suivi de certification. Moi, c'est quelque chose de bénéfique pour moi parce que ça me permet de voir, moi, au niveau du suivi de mon travail, que j'ai bien évalué les choses, que j'ai bien présenté à ma direction. Les auditeurs vont voir la direction, vont voir tous les pans de l'entreprise, vont voir que la cybersécurité transpire bien auprès de toutes les personnes concernées et de toutes les parties intéressées. C'est quelque chose d'assez bénéfique qui permet de garder un cap et d'avancer. Donc il faut identifier des axes d'amélioration, mettre en place les actions correctives. Ça, c'est du continu. C'est vous faites quelque chose une fois, mais c'est petit à petit, c'est dur au début, mais en fait, vous vous apercevez très vite que c'est quelque chose qui vous aide au quotidien. Parce que vous consacrez, et c'est comme toute chose, hein, vous consacrez du temps au début, et après, ça rend les choses plus fluides. Et aussi, ça vous protège aussi ça peut vous protéger de cyberattaques ou de crises. Parce que là, les crises, c'est très stressant, très, très chronophage. Donc, faut penser à ça aussi. Il faut favoriser aussi une démarche d'amélioration continue de la sécurité, donc ce qu'on a vu précédemment. Donc il faut rendre les choses plus simples et intelligibles. Donc vous avez 3 secteurs: anticiper, sécuriser, répondre. Alors anticiper, donc on parlait de l'analyse de risque tout à l'heure. Donc audit, exercice de crise sont des choses. Là, c'est un pan complet d'une certification ISO ou même dans NIS 2. Voilà, ça se prépare petit à petit. Encore une fois, hein, c'est la cybersécurité, c'est un marathon. Hein, donc, et vous travaillez à court terme, à moyen et à long terme. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il faut mettre en place une stratégie face aux risques numériques, donc avec des actions de sensibilisation des collaborateurs. Assurer la protection de ces données. On a vu que les données, ça peut se retrouver n'importe où, donc il faut faire des sauvegardes régulières. Vous pouvez opter pour des solutions de GED, avoir des outils de chiffrement aussi pour protéger les données, parce que si la donnée est volée, on aura beaucoup de mal à la déchiffrer. Vous pouvez sécuriser les équipements informatiques, donc avec des solutions de détection et de blocage des attaques informatiques. Alors Stéphane, tu parlais justement des EDR, hein, ça fait partie des moyens. On peut parler aussi de MicroSOC, de SIEM, mais bon, à chaque fois, il faut que ce soit adapté
à vos moyens, aux priorités des risques que vous souhaitez adresser. Il faut garantir la sécurité des services opérationnels. Eh ben oui, parce que vous avez une panne de production, quelle soit-elle. Ça peut être une panne de mail, une panne de serveur. Et ben, ça impacte les opérations. Donc c'est un impact direct sur la facturation de l'entreprise, sur le service rendu au public, sur tout un tas de choses. Stéphane parlait aussi des renforts de protection d'accès, hein, parle de 2FA, la mise à disposition d'un gestionnaire de mots de passe. Oui, je serais curieux de faire un sondage pour voir combien d'entre vous enregistrent bien, utilisent bien un gestionnaire de mots de passe. On voit encore trop en fait de piratage lié à des logins des mots de passe qui sont enregistrés dans les navigateurs. Pour ça, vous avez des gestionnaires de mots de passe de type KeePass. Alors, il en existe des gratuits comme des payants. Il y a plein de solutions différentes, mais ça permet de coffre-foriser vos mots de passe. Détecter les incidents et intervenir efficacement. Donc là, on parle d'infogérance et de supervision. Donc c'est quelque chose que je connais bien chez Access, hein, au niveau du pôle cloud. Donc il faut superviser ces infrastructures parce que ça permet, alors à la fois de prévenir si vous avez par exemple un serveur qui tombe, qui ne répond pas, et on va pouvoir aller voir pourquoi il ne répond pas. Et ensuite, cycle d'amélioration continue, on se dit, voilà, le serveur est tombé en panne, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça, pour ne pas que ça se reproduise la prochaine fois, ou limiter l'impact. Et ensuite, assurer la continuité d'activité en cas d'incident. Donc là, on parle de PCA, PRA, donc plan de continuité ou de reprise d'activité. On peut aussi mettre en place des assurances cyber qui permettent de couvrir une entreprise face aux menaces cyber. Voilà, il y a tout un tas de choses, mais qui peuvent être simples et envisager ça toujours en fonction du risque et toujours à moyen terme, à long terme. Comme on dit, un Rome ne s'est pas construit en un jour, voilà. Et la cybersécurité non plus. Focalisez-vous déjà sur des choses que vous pouvez faire facilement, sauf si vous avez évidemment un trou béant dans votre cybersécurité suite à l'analyse de risque, pardon. Mais avancez, c'est ça qui compte. Voilà Stéphane, donc... Là, simplement pour dire que faire du pilotage ou mettre en œuvre NIS 2, ça peut se résumer, alors vous ne voyez pas bien sur la slide, j'en suis désolé, mais aux 24 objectifs définis par NIS 2 sur lesquels on est assez facilement capable de s'évaluer. Et ce qui est important pour la gouvernance, c'est d'avoir les priorités, les efforts, le niveau d'effort à réaliser quels que soient ces objectifs, de manière à pouvoir les planifier pompeusement dans une PPI à 1 an, 2 ans, 3 ans, tant en termes de moyens humains qu'en termes de moyens techniques. Et finalement, NIS 2, ISO, normes, ça permet de s'organiser. Voilà, de sonder l'état des lieux. Il faut pas être prétentieux. Vous voyez que là, il y a des notes qui sont pas très bonnes. Il faut être conscient de son niveau. Je pense que c'est plus. On peut ne pas être très bon. Il faut être conscient de son niveau et le partager avec tout le monde. Oui, transparence. C'est vrai que c'est un mot-clé pour la cybersécurité, la transparence. Et pas hésiter à dire oui, là, on est mauvais. C'est pas grave, on va s'améliorer. Et il faut se doter des bons moyens humains, des outils pour le faire ou de l'accompagnement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez une petite fenêtre, vous pouvez poser les questions dans le chat ou vous avez une session questions. On n'est pas très nombreux non plus. Si quelqu'un veut intervenir en direct, je ne sais pas s'ils ont la capacité à allumer leur micro. Alors, je crois que c'est uniquement par écrit. Ah, dommage.
Oui, on confirme que c'est uniquement par écrit. Je vois une première question concernant KeePass. Alors, je comprends pas si c'est... Alors, le sujet tel que moi je l'interprète, c'est aujourd'hui la protection de l'identité numérique est un fondement, et là je partage. Et donc dans la stratégie, dans la PSSI, dans la politique de la gouvernance, cet objectif doit être indiqué. Les moyens techniques qui doivent être mis en œuvre sont bien sûr tous ceux que vous connaissez, y compris le coffre-fort à mot de passe. Une petite anecdote, le plus gros détournement de données que nous avons eu au CITIV, c'est l'ensemble des données d'un administrateur, donc l'ensemble de ses mots de passe sur un poste individuel. Voilà, donc c'est pas un risque à négliger. Vous citez KeePass, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Nous, on démocratise Vault Warden. Pourquoi? Parce que ça se démocratise. C'est pas seulement les admins, c'est tout le monde. Et c'est tous les postes de travail sans autorisation d'accéder à l'enregistrement des mots de passe sur leur navigateur. Si tu veux réagir, Eric, sur le sujet KeePass. Oui, sur le KeePass, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Vous pouvez avoir un KeePass partagé aussi, c'est pas forcément un fichier dans son coin. Alors on parle de SSO aussi, question de Christophe. Oui, alors ça peut être pratique, mais après il faut que ce soit piloté derrière. Quand vous avez... Je vais réagir sur ce sujet-là, Eric, parce que c'est un de mes dadas. Ah ben vas-y. Je vois que Christophe est un collègue. Le CITIV a la chance d'être la première collectivité fournisseur d'identité Agent Connect. Ça veut dire que la sécurisation de l'identité numérique, l'État en prend compte, commence à faire ce qu'il faut pour que toutes les collectivités prennent conscience de cette difficulté. Et bien sûr, le SSO fait partie de la protection de l'identité. C'est non seulement très pratique, mais c'est devenu indispensable. Comment est-ce qu'on peut protéger une messagerie, l'accès donc à l'identité numérique d'un élu, sa messagerie sans SSO? On ne protège pas grand-chose aujourd'hui. Je crois que c'est Strasbourg qui s'est fait arrêter, l'Eurométropole de Strasbourg cet été, pour un seul compte dont l'identifiant mot de passe s'est fait usurper sur un phishing. Il y a des tas de questions en fait derrière aussi le SSO. Vous avez les habilitations. Alors là on parle de boîte mail, hein, mais c'est si vous êtes dans un service plus technique, c'est la gestion des comptes, et des droits et des habilitations. Ça sont des réunions régulières. Hein. Je vous conseille de faire une réunion régulière par mois là-dessus. Et on parlait tout à l'heure de plans de gestion de crise. Et justement, on parle de SSO et de droits et d'habilitation. Si on arrive à se faire usurper, on a retrouvé par exemple un login sur le dark web. On se dit il y a une intrusion, a priori. Il y a différents. Hein, je vais passer sur différents moyens techniques aussi pour récupérer des hashes d'authentification. Mais il y a toujours des moyens. Donc à partir du moment où on arrive à le détecter, il faut aussi penser une solution pour réinitialiser d'un coup tous les mots de passe des parties prenantes, donc des salariés dans le cas d'entreprises privées ou d'agents. Et ça, il y a de vraies questions derrière qui sont importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de ces sujets? Alors, si vous avez besoin d'approfondir, hein, moi, je reste bien entendu à votre disposition pour y répondre. Ça me fera toujours plaisir d'échanger. S'il y en a qui sont intéressés aussi pour avoir des réunions un petit peu plus régulières au format Club Cyber aussi, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. Voilà, je sais pas. Ça permet d'avoir des points d'échange au niveau de la cybersécurité. C'est toujours intéressant. La cybersécurité, pour moi, c'est un partage.
Donc partage d'informations, partage de produits, et c'est vrai que aussi échanger avec des opérationnels, hein. Stéphane, on voit que c'est toujours très intéressant. Une question qui arrive. Une dernière question, et je vais être obligé de vous laisser, Eric, j'ai un rendez-vous super important à 15h30. On va attendre la question d'Arturo. Alors, on est en train de répondre à Arturo directement. Donc, il y a une ligne qui est en train de s'en charger. Donc, Stéphane, si tu as une réunion importante, effectivement, je vois qu'on a dépassé l'heure. Donc, en tout cas, un grand merci à toi. Donc, pouvoir te libérer de cette session. Et puis, moi, j'ai encore juste un mot à dire sur le marathon cyber. Voilà, merci à vous tous. Bonne fin de journée. Merci Stéphane. Donc au niveau du marathon cyber, hein, chez Access, c'est une semaine de cybersécurité. Hein. Un marathon cyber, parce que la cybersécurité est un marathon, une fois. Donc, vous pouvez encore vous inscrire sur les webinars et aussi revoir les webinars qui sont déjà passés cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas donc à contacter nos services si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour échanger autour de produits, de conseils. N'hésitez pas. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser et je vous dis sans doute à très bientôt.